Monsieur le Président de la République, Mesdames les ministres, Mesdames et Messieurs les présidents, Mesdames et Messieurs les directeurs, Monsieur le Préfet, chers amis, Monsieur le Président de la République, bienvenue à notre congrès, et ce d'autant plus que c'est la première fois qu'un président de la République fait à l'UNIOPS l'honneur de participer à son congrès. Nous y sommes particulièrement sensibles, vous vous en doutez bien. Le thème de notre congrès, qui s'intitule « Cohésion sociale, solidarité, territoire, association et projets à réinventer », choisi il y a un an maintenant, rejoint, je pense, l'un des vœux que vous avez adressés aux Français le 31 décembre dernier. Permettrai de vous citer, parce que la phrase est évidemment frappante, lorsque vous avez dit « L'une de nos forces, c'est la solidarité ». Nous le croyons aussi. Et pour nous, cette solidarité s'exprime d'abord au cœur des territoires et par le maintien de la cohésion sociale qui, vous le savez bien, est indissociable des politiques de croissance et aussi de désendettement. Dès le 11 avril, pendant la campagne électorale, quand vous aviez rencontré le collectif Alerte que l'UNIOPS anime, vous aviez clairement admis cette complémentarité et nous vous remercions à nouveau d'avoir accepté la proposition d'Alerte d'un plan pluriannuel et interministériel de lutte contre la pauvreté et l'exclusion, qui est devenu en quelque sorte votre 61e proposition. Au-delà des mesures annoncées le jour de la conférence et du plan présenté par le Premier ministre il y a 3 jours, la conférence sur la pauvreté et l'exclusion de décembre dernier, du 10 et 11 décembre, a été marquée par des changements importants dans le discours. Et ceci, nous le pensons, devrait irriguer les politiques sociales à l'avenir. Je n'ai pas récapitulé la conférence pauvreté et exclusion. Néanmoins, je voudrais retenir quelques éléments qui nous ont paru à nous tout à fait importants. Primo, le Premier ministre l'a dit très nettement, il n'y a pas de fatalité de la pauvreté, de l'exclusion et de la précarité. Nous avons envie d'ajouter et de la solitude, qui va très souvent avec. Cette conviction ainsi affirmée publiquement par les plus hautes autorités de l'État est pour nous capitale et entraînante. Ensuite, c'est le changement de regard. Le discours qui confond assistance et assistanat est révolu. Et c'est une présomption d'innocence sociale à l'égard de tous ceux qui sont sur le bord de la route qui s'établit enfin, et ceci, nous nous en réjouissons bien sûr. La présence de nombreux ministres à la conférence, et les 4 ministres qui sont aujourd'hui avec nous, cette présence a officialisé le caractère multiforme de la pauvreté et la nécessité de l'attaquer sur tous les fronts. Emploi, famille, santé, logement, ressources, etc. La lutte contre la pauvreté devient un exemple du décloisonnement nécessaire des différents compartiments encore trop étanches de notre politique sociale, et nos travaux tout au long de ces 3 jours et la synthèse qui vient d'être établie des travaux en atelier et de nos grands débats communs l'ont particulièrement marqué. Le temps est venu d'une politique sociale globale, cohérente, coopérative et par là, nous le pensons, plus humaine. Enfin, il a été confirmé, et d'ailleurs vous l'avez rappelé vous-même lors de vos vœux, que la bataille contre la pauvreté est d'abord celle de l'emploi. Mais l'expérience que nous avons du chômage depuis les 40 dernières années montre que nous ne traversons pas seulement des crises périodiques, mais que notre société est en pleine métamorphose, métamorphose technique, métamorphose culturelle, et puis naturellement, tout ce qui vient derrière, métamorphose économique, sociale, etc. Le retour au plein emploi, veux-je dire, prendra du temps, très probablement. Dès lors, pendant cette phase, tout doit être fait, non seulement, bien sûr, pour favoriser la création d'emplois, mais aussi pour éviter que les plus vulnérables s'enfoncent dans la marginalité jusqu'à devenir des indésirables aux yeux de leurs voisins. Alors devant vous se trouvent aujourd'hui les représentants du monde associatif de la solidarité en métropole, comme dans les départements d'outre-mer, qui sont là en nombre important et qui ont fait traverser l'Atlantique et d'autres territoires, La Réunion en particulier, ceux de La Réunion, qui, pour participer à ce congrès, vous rencontrez aujourd'hui. C'est un ensemble de 30 000 établissements et services, 1 million de salariés, plus d'1 million de bénévoles. Le fil rouge qui nous réunit aujourd'hui, c'est celui de la cohésion sociale. C'est celui du rôle des associations de solidarité pour maintenir cette cohésion sociale dans cette période bousculée.
C'est pourquoi j'évoquerai d'abord plusieurs orientations qui nous paraissent devoir guider l'adaptation de nos politiques sociales à l'objectif de la cohésion sociale. Et en second lieu, je tenterai de dire ce que ces évolutions impliquent pour notre monde associatif de la solidarité. Sur l'ensemble des champs sociaux que couvre l'UNIOPS, du sanitaire au médico-social en passant par le social, je voudrais vous proposer 4 axes transversaux de réflexion, puisque la transversalité, c'est un peu la marque de fabrique de notre mouvement. Tout d'abord, le phénomène du non-recours au droit. Il est massif, il se généralise à de nombreux domaines de l'action sociale. Ce non-recours, qui quelquefois dépasse parfois les 70%, est un symptôme très inquiétant. Pourquoi? Parce qu'il met en cause la pertinence des garanties qui sont offertes par l'État. Par conséquent, il va conduire ou il peut contribuer au discrédit de la puissance publique, au discrédit de la loi et de ceux qui la font. Ce phénomène doit être, pensons-nous, analysé à fond et bien sûr corrigé. Ensuite, le ciblage traditionnel des politiques en direction de catégories très segmentées de la population, qui est traditionnel dans nos politiques sociales, s'accompagne évidemment d'un foisonnement croissant de mesures. Et cette multiplication rend la protection sociale peu lisible et lente. Elle exige alors le développement d'une fonction d'accompagnement dans tous les secteurs. Bien sûr, celle-ci se met en place progressivement, mais de façon assez désordonnée et conservant les cloisonnements habituels de nos politiques. Nous pensons que devant cette complexité rampante, il serait bon, chaque fois que possible, d'éviter la trop fréquente spécialisation des mesures, de rechercher le droit commun et des politiques davantage globales. Pensons aussi qu'il faut créer un véritable droit à l'accompagnement, mais alors un accompagnement coordonné entre les différents opérateurs et aussi un accompagnement, je dirais, proactif, c'est-à-dire un accompagnement qui va vers les intéressés plutôt que d'attendre leur sollicitation. En troisième lieu, les mesures annoncées lors de la conférence, certes globalement appréciées, se sont surtout situées, nous a-t-il semblé, dans le court terme, dans l'urgence, dans la réparation. Très bien, nous en sommes tout à fait satisfaits. Mais il nous a semblé dans le même temps que les questions de long terme ont été à peine esquissées. Enfance, logement social, migrants, dépendance, handicap. Certes, ces sujets ont été évoqués, mais n'ont pas fait l'objet d'annonces particulières et de prises en compte plus approfondies. Or, il nous semble que la recherche de la cohésion sociale exige des vues longues. Il nous faut aujourd'hui concevoir certaines actions de la protection sociale, notamment la prévention, mais il y en a bien d'autres, comme des investissements à programmer et dont le retour à terme, nous le pensons, est assuré. Enfin, c'est l'acte 3 de la décentralisation dont je voudrais vous dire un mot parce qu'il nous préoccupe beaucoup, d'autant qu'un certain nombre d'annonces non concertées ont un peu troublé les esprits. Ce dont nous avons besoin, nous le pensons, c'est d'un plan d'ensemble. Ce plan d'ensemble qui a le plus souvent, nous semble-t-il aussi, fait défaut au cours des différents épisodes de la décentralisation. Depuis 30 ans, les compétences se sont enchevêtrées, la rencontre des politiques verticales avec la territorialisation des responsabilités ne s'est pas toujours bien réalisée. Alors nous convenons qu'il est difficile de trouver l'équilibre entre la nécessité de préserver l'égalité des droits, principe fondamental sur tout le territoire, et de mettre en œuvre dans le même temps le principe de subsidiarité qui suppose la responsabilité première du terrain. Le plan d'ensemble, nous semble-t-il, que nous souhaitons pour cet acte 3 de la décentralisation devrait être centré sur le souci de l'usager et il devrait permettre, je pense, de choisir clairement entre une décentralisation classique qui conforte le département auquel nous sommes très attachés dans ses compétences sociales de réparation, mais de choisir entre ce mouvement et un autre mouvement qui serait la poursuite d'ailleurs d'un mouvement qui est déjà lancé, amorcé en direction des régions, autorisant une combinaison nouvelle entre le développement économique et le développement social. Alors, à partir de là, quelle est la situation et quel est l'avenir des associations face aux exigences de la cohésion sociale telles que nous pouvons les envisager? Je dirais en premier lieu que le secteur associatif est un formidable gisement d'emploi, et on sait que c'est un de vos soucis principaux avec le gouvernement. Or, le secteur associatif est donc un énorme gisement d'emploi, emploi qualifié et emploi non délocalisable. La demande potentielle est considérable, on le sait. Pourtant, après avoir gagné 257 000 emplois en 10 ans, le secteur associatif de la solidarité s'est stabilisé depuis 2010 et l'aide à domicile, le secteur de l'aide à domicile, a même perdu 8 000 emplois en 2 ans. Alors c'est un paradoxe qui nous surprend, qui est tout à fait étonnant,
Alors que la consigne est de réduire les temps de séjour aussi bien à l'hôpital que dans les maisons du secteur médico-social et de maintenir le plus possible, comme ils le souhaitent d'ailleurs, les usagers dans leur cadre de vie habituel, les moyens qui sont consacrés à l'aide à domicile se réduisent et fortement. Et c'est un des secteurs associatifs qui souffre le plus du côté de l'emploi par les temps qui courent. Alors je ne veux pas ajouter un couplet supplémentaire à la longue complainte sur les moyens des associations, mais je crois qu'il faut tout de même relever que partout l'investissement public en faveur de l'emploi de solidarité est en train de baisser depuis 2 ans, alors que nous avons là une possibilité tout à fait remarquable de combiner et les objectifs de la protection sociale et ceux de la politique de l'emploi. La situation actuelle, pour nous, n'est pas très compréhensible. En second lieu, les nouveaux systèmes de tarification, la convergence des coûts et la généralisation des appels à projets, et surtout des appels d'offres d'ailleurs, toutes ces innovations managériales que nous avons beaucoup débattues pendant ces 3 jours, contribuent à réduire les associations, bien souvent, à une simple fonction d'opérateur économique sur le marché. Le mot opérateur a été, je veux dire, assez vilipendé tout au long de nos débats, parce que nous considérons que nous sommes des acteurs de l'intérêt général. Notre préoccupation première n'est pas celle de la solvabilité de l'usager, ce qui ne veut pas dire que nous refusions la concurrence, ce qui serait absurde évidemment, mais nous ne voulons pas une marchandisation du social qui conduirait tôt ou tard à une protection sociale duale, contraire, nous semble-t-il, au principe de la solidarité collective qui fait partie de notre contrat social, et nous pensons qu'une régulation est enfin nécessaire. En troisième lieu, je voudrais vous dire que l'innovation associative, l'initiative aussi est un ingrédient essentiel de la cohésion sociale, vous le savez bien, parce qu'elle est par nature en adéquation avec les besoins du terrain et parce qu'elle procède aussi d'une démocratie participative et responsable. La liste est longue des innovations qui constituent aujourd'hui une grande partie du réseau de la protection sociale. Soins à domicile, insertion par l'activité économique, structure d'accueil pour des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, je passe, il y en aurait beaucoup à citer. Or, cette capacité d'innovation est parfois menacée par la généralisation des procédures de marché public, car c'est l'administration ici qui va déterminer elle-même le besoin à couvrir et la manière aussi de la satisfaire par le moyen des cahiers des charges. Pensons qu'il est temps, je ne cite ça que comme un exemple, et nous pensons qu'il convient sans tarder de mettre en place d'autres relations entre la puissance publique et les associations, préservant précisément leur inventivité, qui est donc un des ingrédients nécessaires, nous semble-t-il, de la cohésion sociale à laquelle nous essayons de travailler. Un dernier mot, Monsieur le Président, sur la place des associations dans la société civile et bien sûr sur le projet de loi sur l'économie sociale et solidaire. Nous nous réjouissons de cette initiative qui doit officialiser dans notre société marchande l'idée qu'il peut y avoir une autre manière de contribuer au développement de la communauté nationale. Mais il est important de préciser que les associations, si on veut les appeler des entreprises, pourquoi pas, ne sont pas néanmoins des entreprises tout à fait comme les autres. Elles fournissent évidemment des services, mais elles ne sont pas d'abord des entreprises de production de services. Leur activité économique est tout entière subordonnée à leur objet social, à un objectif humain et social. Je dirais que plutôt que des entreprises de production de services, elles sont des entreprises de relations, c'est-à-dire, et avant tout, c'est-à-dire que leur raison d'être, c'est de ramener dans le cercle de la société ceux que les péripéties de l'existence éloignent d'une communauté, que ce soit une communauté familiale, une communauté locale ou la communauté nationale. La performance des associations ne se mesure pas évidemment à leur chiffre d'affaires ni à leur retour sur investissement. Elle s'apprécie à l'intensité des relations qu'elles sont capables de nouer et aussi à leur talent de reconstitution des liens sociaux. C'est cette conception, Monsieur le Président, que nous souhaitons voir inscrire dans le projet de loi sur l'ESS, comme nous aimerions l'avoir défendu de la même manière au niveau de l'Union européenne qui se préoccupe et naturellement du sujet. Voilà, Monsieur le Président, Mesdames les ministres, Mesdames, Messieurs, chers amis, les réflexions et les suggestions rapides que, au nom de l'UNIOPS et de tous ses adhérents, je souhaitais vous soumettre. Elles ne reflètent, croyez-le, aucun pessimisme, au contraire, elles sont fondées sur notre expérience de la force de l'initiative citoyenne et sur l'espérance d'une société qui saura faire tomber ses murs et qui sera enfin libérée de ses peurs. Nous sommes naturellement prêts à y travailler. Je vous remercie encore, Monsieur le Président.